et suédoise. Pendant qu'une partie de l'équipe cherche un nom pour la liaison, l'autre s'escrime à trouver le moyen de la construire. Les plans prévoient la construction du plus grand tunnel immergé jamais bâti. Première étape, construire une usine pour fabriquer les éléments du tunnel. L'idée est de construire le tunnel en 20 segments qui seront assemblés dans la tranchée. Les segments eux-mêmes battent des records de taille. Ils font 176 mètres de long, 39 mètres de large et 8,50 mètres de haut, avec 2 cellules pour les voitures, 2 pour les trains et une galerie de secours. Il leur faut fabriquer un énorme segment par mois, pendant 20 mois. Au Danemark, la construction du tunnel commence par des barres d'acier renforcées, 40 000 tonnes au total. Elles sont coudées et soudées en une gigantesque cage d'acier, puis glissées dans un énorme moule. L'imposante armature est à présent enrobée de béton. 700 000 mètres cubes au total. Mais ce n'est pas un béton ordinaire. Il doit durer 120 ans, sous l'eau. Sa formule requiert une grande précision. Même la quantité d'eau incorporée a une importance cruciale. S'il n'y en a pas assez, il ne sera pas résistant. S'il y en a trop, il ne sera pas étanche. De tous les éléments gigantesques de la liaison de l'Øresund, les segments du tunnel sont de loin les plus grands. Chacun fait quasiment la longueur de 2 terrains de football et la hauteur d'une maison de 3 étages. Cet élément pèse à lui seul 55 000 tonnes. Le déplacer est dangereux. C'est un défi énorme qui va causer l'accident le plus catastrophique de tout le projet. « 20 segments sont nécessaires à la construction du tunnel de l'Øresund. Chacun pèse plus que 24 navettes spatiales réunies. Avec le béton qu'ils contiennent, on pourrait construire un trottoir faisant 2 fois le tour de la Terre. Aucun engin au monde n'est capable de les soulever et de les mettre en place. Alors, comment acheminer un élément de 55 000 tonnes de la terre ferme jusqu'au milieu de l'Øresund? En le faisant flotter, tel un radeau. Première étape, boucher les ouvertures avec de gigantesques panneaux en acier. Chaque panneau pèse plus de 3 tonnes. À présent, la gigantesque structure en béton est prête à flotter. Encore faut-il pouvoir l'acheminer jusqu'à l'eau. Eh bien non. Grâce à un ingénieux système d'écluse, c'est l'eau qui viendra à elle. L'extrémité du chantier de montage est entourée de digues sur 3 côtés. Un immense panneau mobile ferme le 4e côté. L'eau envahit le bassin, montant à plus de 9 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'opération nécessite près d'1 million de mètres cubes d'eau. Une fois à flot, il faut 4 treuils de plus de 20 tonnes pour le déplacer et 2 autres treuils pour le diriger vers l'extrémité profonde du bassin. Quand l'eau redescend au niveau de la mer, l'élément est prêt à sortir. Il faut 4 remorqueurs pour le tracter. Soit autant de chevaux vapeur que 40 Ferrari réunis. Une fois l'élément au-dessus de la tranchée, il faut relever un nouveau défi, le couler. C'est plus dur qu'il n'y paraît. Comment immerger un radeau aussi gigantesque? Réponse, en le lestant. De l'eau est injectée par pompage dans des réservoirs spéciaux. Il faut procéder de façon lente et régulière pour que l'élément reste à l'horizontale. 4 énormes câbles guident sa descente. La précision est capitale pour qu'il puisse être relié au reste du tunnel. Les opérateurs des treuils utilisent un système GPS et des jauges de profondeur afin de le positionner précisément. La marge d'erreur n'est que d'1 centimètre. Des plongeurs installent un châssis provisoire pour guider l'élément. Quand il atteint le fond, les opérateurs des treuils le tirent contre le segment précédent.
l'eau de mer emprisonnée entre les segments est pompée. Et les panneaux d'acier sont retirés. Pour empêcher le tunnel de remonter, une couche de béton de 90 cm d'épaisseur est coulée sur toute la chaussée et des rochers sont placés au-dessus. Même si le système fonctionne impeccablement pour les 12 premiers éléments, le 13e fait l'objet d'un traitement spécial. Il est officiellement rebaptisé 12A, la superstition l'emporte sur la logique. Malheureusement, cela ne suffira pas. Mardi 4 août 1998. Les conditions de vent et de courant dans les détroits sont parfaites. Le remorquage du nouvel élément se déroule sans encombre. À midi, l'élément 12A est positionné. À 15h30, les pompes ajoutent du lest, le faisant lentement couler sous les vagues. Soudain, un gros problème survient. L'élément se met à pencher. Puis c'est la catastrophe. L'eau jaillit dans les airs en une énorme explosion. L'élément plonge au fond de la mer. Les équipes sur les pontons coupent le courant de peur d'être électrocutés. Des heures s'écoulent avant qu'ils comprennent ce qui s'est passé. Une erreur humaine. Un des panneaux d'acier n'a pas été scellé correctement. Sous la pression de la mer, il s'ouvre et l'eau s'engouffre. Les treuils ne peuvent supporter cette charge supplémentaire et le segment plonge. Par chance, personne n'est blessé. Mais qu'en est-il de l'élément 12A? Des contrôles approfondis confirment qu'il est utilisable. Mais un temps précieux a été perdu. Les constructeurs de l'Øresund auraient pu choisir une autre méthode pour bâtir le tunnel. Ils auraient pu le creuser sous la mer. C'est précisément ce que le Danemark a fait, à 2 heures de route de Copenhague. Ici, la voie ferrée et la route doivent traverser un détroit appelé le Grand Belt. C'est à cet endroit que le Danemark va connaître une catastrophe bien pire que celle de l'Øresund. Les 2 galeries ferroviaires sont creusées à l'aide de 4 énormes tunneliers. Longs de 90 mètres, ils sont équipés à l'avant d'une tête de forage de 113 tonnes et de 7 mètres de diamètre. La tête de coupe attaque le sol et les rochers. Puis une vis d'extraction envoie les débris sur un convoyeur à bande qui les achemine jusqu'à un petit train. À mesure qu'il avance sous terre, le tunnelier installe des segments de murs préfabriqués. 62 000 au total. L'inconvénient du forage, c'est que le sol est parfois imprévisible. Et c'est ainsi que se produit la catastrophe. Le tunnelier heurte une poche d'eau. L'eau s'engouffre dans la galerie. Un sas de sécurité aurait dû contenir l'inondation, mais il a été laissé ouvert. L'eau s'engouffre dans le premier tunnel, traverse les tunnels de secours et inonde le second. Il faudra 1 année avant que le forage puisse reprendre. À la différence du tunnel de l'Øresund, celui-ci traverse tout le détroit. Les trains n'emprunteront donc pas le pont. Cela laisse plus de latitude aux ingénieurs du Grand Belt quant au choix du pont. Ils construiront un pont suspendu, et pas n'importe lequel. C'est le 2e plus grand pont suspendu du monde. Il s'étire sur 2,7 km. Ces pylônes s'élèvent à 254 mètres, soit près de 30 mètres de plus que ceux du Golden Gate à San Francisco. Contrairement à l'Øresund, la structure de ce pont est maintenue par 2 câbles porteurs ancrés au pylône. Ces câbles géants font plus de 90 cm de diamètre et près de 3000 mètres de long. Ils sont constitués de plus de 18 000 fils, chacun plus fin qu'un crayon. Ils ne sont pas torsadés ensemble, mais simplement tendus les uns à côté des autres et réunis en faisceaux. Au final, chaque câble porteur pèsera plus de 9500 tonnes. La construction d'un pont suspendu nécessite d'ancrer chaque extrémité de câble.
Les massifs d'ancrage du pont du Grand Belt sont énormes. Chacun est une petite île en soi. Chaque massif pèse plus de 300 000 tonnes. Les ponts à haubans comme celui de l'Øresund n'ont pas de massif d'ancrage. Ceux-ci sont réservés aux ponts suspendus. Mais on ne peut ancrer le câble tel quel dans le béton, il en ressortirait immédiatement. Il faut répartir la charge sur une très grande surface. Voilà pourquoi lorsque le câble pénètre dans le massif d'ancrage, les fils se ramifient en bouquets de plus en plus fins. Lorsque le câble atteint le béton, la charge est répartie sur plus de 60 mètres carrés. À l'intérieur du massif d'ancrage, on se rend bien compte de la flexibilité du câble. On peut le faire bouger avec les mains. Ça prendra un peu de temps, mais il finira par bouger. Il bouge un peu, de 3 ou 4 mm. Mais il vibre tout le long, du sommet jusqu'à la plaque d'ancrage. Une flexibilité que doit à tout prix éviter le pont de l'Øresund. Ce dernier doit être rigide afin de supporter le poids énorme du trafic routier et ferroviaire. Il va nécessiter de véritables prouesses technologiques. De par sa hauteur et sa longueur, ce pont représente le plus grand défi du projet tout entier. La liaison de l'Øresund entre dans la dernière ligne droite avant l'échéance de juillet 2000. Les dernières pierres ont été placées sur l'île artificielle. Les éléments du tunnel ont été coulés. Il est temps à présent de construire le plus long pont à haubans routier et ferroviaire jamais bâti. Première étape, construire les tours. Ce sont de loin les plus hauts pylônes autoportants à deux jambes du monde. 60 étages. Leurs deux jambes géantes sont reliées par une énorme poutre transversale, juste au-dessous de la chaussée. Au-dessus du tablier, l'espace est totalement dégagé. L'idée d'une poutre transversale au-dessus de la route a été écartée, afin de préserver la ligne pure et élancée du pont. Mais aussi pour une autre raison, les accidents d'avion. Si la catastrophe que montrent ces images de synthèse devait un jour devenir réalité, les pylônes autoportants favoriseraient la survie du pont. On aurait tendance à penser le contraire, mais les ingénieurs affirment que l'absence de poutre transversale au-dessus de la route confère aux pylônes une plus grande flexibilité. Le choc aurait un impact moindre sur le reste du pont. Il aurait plus de chances de résister. La construction des pylônes débute à terre. Tout comme les segments du tunnel, les fondations sont construites en cale sèche. Elles sont gigantesques. Chacune occupe au sol une surface de 1350 mètres carrés, l'équivalent d'une maison avec garage et jardin. Elles pèsent 18 000 tonnes, ce qui est nettement moins que les segments du tunnel. Mais déplacer ces montagnes est bien plus compliqué. Elles mesurent 23 mètres de haut. L'Øresund n'est profond que de 8 mètres. Il est impossible de les acheminer par flottaison. Il faut donc les porter. Aucun bateau n'en est capable. Les ingénieurs de l'Øresund doivent alors en construire un. Ils relient deux immenses barges entre elles, créant ainsi une sorte de catamaran. À présent, la cale est inondée afin que le catamaran puisse se placer au-dessus de la fondation. Il faut 5 énormes remorqueurs pour tracter l'ensemble dans le détroit. Arrivé au-dessus de son emplacement, la fondation est descendue dans un puits préalablement creusé au fond de la mer. Un système GPS permet de la guider avec une extrême précision. La partie émergée des fondations mesure un peu plus de 3 mètres. Il leur faut à présent grandir de 180 mètres. Chacune devient un site de construction autonome, avec un équipement digne d'une petite usine. Les deux jambes du pylône s'élèvent vers le ciel par section de 4 mètres.
L'une est toujours 12 mètres plus haute que l'autre, pour éviter que leur imposante grue ne s'enchevêtre. Les tours font à présent 44 mètres. C'est le moment d'ajouter la poutre transversale. Quand les 80 mètres sont atteints, un caisson en acier destiné à accueillir les haubans est intégré dans la jambe. Un autre sera ajouté tous les 12 mètres. Vu de l'extérieur, les pylônes n'ont pas l'air creux. En réalité, ils sont remplis d'équipements, dont un ascenseur. Au sommet du pylône, une trappe permet de sortir admirer la vue. Tandis que les pylônes sont construits au milieu de l'Øresund, les travées à double tablier sont assemblées à terre. Ce sont d'immenses structures d'acier et de béton de 140 mètres de long et 23 mètres de large. En haut, il y aura une autoroute à 4 voies. Les trains circuleront à l'intérieur. Les concepteurs ont décidé d'installer les rails dans une tranchée en ciment. Ils espèrent que si jamais un train déraille, ce système l'empêchera de tomber à l'eau. Contrairement aux apparences, la partie inférieure des travées est creuse, comme les pylônes. C'est un terrier de gerbille à taille humaine qui habille un équipement indispensable au